Tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le jeudi 26 avril et ce matin on s'intéresse à l'histoire, on va parler de la préhistoire avec Jean-Paul Guy qui est historien, ce sera son 4e livre, on va développer ça avec lui, restez avec nous et puis en seconde partie, Jean-Paul nous parlera de l'arrivée des Français en Floride, c'était en 1562 et on va célébrer donc cet anniversaire le 1er mai, on va tout développer avec lui, restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse à l'histoire. Tout de suite, on va parler de la préhistoire avec Jean-Paul Guy. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors vous êtes historien, basé à Miami et vous intéressez à l'histoire de France, notamment. Vous traitez de la préhistoire actuellement. Vous êtes en train d'écrire votre 4e livre. Ça fait plus d'1 an que vous êtes sur le sujet. Ça fait plus d'1 an que je suis sur ce sujet. Donc un roman qui se situe 50 000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ça date. Ou 50 000 ans avant nous, c'est ouais. à peu près pareil. Et donc qui traite d'une tribu d'Homo sapiens, donc c'est nous, des chasseurs-cueilleurs, qui, comme c'était souvent le cas, deviennent trop nombreux sur le territoire de chasse, ils n'arrivent plus à subsister. Et donc les plus jeunes, hommes et femmes, vont partir vers de nouveaux territoires. Et donc dans ce roman... donc c'est un roman historique, un roman historique, c'est vrai que... un roman avec des personnages. Et quand je dis basé sur des faits historiques, là au niveau de la préhistoire, c'est plutôt basé sur des théories que développent les préhistoriens. Donc ils vont rencontrer des Néandertaliens, puisque les Homo sapiens ont cohabité avec les Néandertaliens quand même pendant plusieurs milliers d'années. Avec la grande question, est-ce que les Néandertaliens ont été éradiqués par les Homo sapiens? Est-ce qu'on apprend ça dans le livre ou alors c'est encore des théories, c'est des suppositions? Dans le livre, en fait, ils vont rencontrer une tribu de Néandertaliens et puis ils vont, dans leur cas, fusionner avec eux, tout en les défendant contre d'autres tribus. Donc il y aura les deux hypothèses, l'annihilation et la fusion, puisque quand on fait des études ADN au niveau des habitants d'Europe du Nord, on a 3% d'ADN néandertalien. Donc il y a malgré eux une fusion. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que vous développez, c'est ce qui est intéressant finalement. Donc ils vont rencontrer une tribu, je dirais, qui est quelque part en extinction, et ils vont les absorber. Il va y avoir, bien sûr, ils vont s'apercevoir qu'il y a une tribu adverse qui aura domestiqué des loups. Alors là, c'est encore d'autres théories, puisque le chien donc vient du loup, et les Homo sapiens ont domestiqué les loups. Et je dirais aussi bien au niveau de la chasse que de la guerre, ça leur donnait quand même un avantage très supérieur par rapport à des gens comme les Néandertaliens, qui n'étaient pas du tout attardés comme on le pensait, qui n'étaient pas des hommes singes, mais qui avaient des rituels funéraires, qui étaient beaucoup
bon, qui fabriquaient des outils, des armes, qui étaient plus petits que nous et surtout très forts, qui ont réussi à survivre aux périodes glaciaires, mais qui quelque part n'ont pas réussi à survivre comme nous l'avons fait à la suite de l'histoire. Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement à traiter de la préhistoire dans un roman historique? Alors bon, j'ai lu un livre très connu qui s'appelle Homo sapiens. Et puis mon dernier voyage en France, j'ai visité le musée de la préhistoire à Quinson, dans le sud de la France, d'où je suis originaire. Il y avait un petit accent. Voilà. Il y avait un petit accent. Et de fil en aiguille, j'avais déjà lu pas mal sur la préhistoire, parce que faisant des présentations de l'histoire de France, la préhistoire c'est quelque chose que je traite. Mais bon, je me suis beaucoup plus intéressé, surtout récemment, il y a plein de nouvelles théories qui ont été développées par des préhistoriens. Donc c'est-à-dire que là, il y a quelques années, ça date vraiment, c'est très récent, c'est ça? Il y a eu des théories encore par rapport à la préhistoire, bon, comment ça s'est déroulé? Peut-être les 15 ou 20 dernières années. Mais, et sur quoi justement comme sujet? Alors, notamment quelque chose de très intéressant, tenez, dans les peintures rupestres. Il y a une théorie qui dit, et d'ailleurs dans le livre il y a un sorcier, un chaman qui va peindre dans les cavernes, même si c'est beaucoup de milliers d'années avant la plus vieille qu'on ait connue, rien ne dit que, c'est un roman historique aussi, rien ne dit qu'il ne peignait pas. Et donc on a retrouvé dans des cavernes des petites statuettes en argile ou en pierre. On ne savait pas vraiment à quoi ça servait. Et en fait on pense qu'il mettait une lampe, on a retrouvé aussi des lampes. Des lampes comment? Des lampes avec de la graisse animale pour pouvoir éclairer les cavernes. Et en mettant cette statuette devant la lampe et l'ombre se reflétant. Donc ça faisait une projection finalement. Ça faisait une projection, parce qu'on se rend compte que dans les peintures préhistoriques, les contours sont quasiment parfaits. Et puis l'intérieur, c'est un peu plus brouillon. Voilà. Et donc on pense que... Et aussi, il y a certaines peintures préhistoriques où vous avez un troupeau entier de bisons, par exemple. Ils ont des tailles différentes, mais ils ont tous la même forme. Ah, donc ce serait par rapport à l'éloignement finalement de la statuette. Voilà, donc on pense que peut-être c'était comme un pochoir, je dirais. Alors maintenant aussi, les écoles, est-ce qu'il y avait, on pense que non, des artistes qui voyageaient, qui transmettaient leur savoir, on pense que non, mais en attendant, il semblerait que la plupart aient eu cette idée. Donc ça, c'est une des théories qui, bien sûr, est controversée, parce qu'au niveau des préhistoriens, vous en avez autant pour une certaine théorie que pour d'autres. Et c'est pas un peu frustrant, justement, de jamais vraiment trouver les réponses à ces questions? C'est ça. Le problème, c'est que la préhistoire, d'abord, c'est avant l'histoire, donc il n'y avait pas d'écriture. Donc on ne sait absolument pas ce qui se passait. C'est vrai, il n'y a pas de certitude, donc on ne peut qu'interpréter ce qu'on voit. Et je crois qu'on ne connaîtra jamais la vérité au bout du bout. Mais c'est quand même un peu anglais finalement, c'est selon vos idées aussi. Et c'est aussi le domaine du rêve. Oui, c'est ça. Parce que je pense que les préhistoriens, bon, ils font des analyses ADN ou de squelettes qu'ils retrouvent. Mais après, quand on veut imaginer la vie de tous les jours, on retrouve des outils, on retrouve des restes de repas, des cavernes, on pense que ça a été un site pendant plusieurs années. Mais au bout du bout, on retrouve certains éléments concrets, mais comment vivait-il? Je crois que ça, c'est l'interprétation de chacun. À chacun de faire un peu son interprétation. Jour, on arrive à créer la machine à remonter le temps, mais finalement, c'est pas plus mal, ça laisse une place au rêve. Donc ça, c'est votre quatrième livre aux éditions Campanile, qui va sortir courant d'été. Courant l'été, au mois d'août. Donc ce sera disponible en librairie en France, sur Amazon. Donc mes livres sont on pourra les avoir aux États-Unis aussi? Ou il faut aller en France pour l'acheter et le ramener? On peut commander ça sur Amazon.fr. Tous mes livres aux éditions Campanile sont disponibles sur Amazon. Et justement, on peut rappeler les trois premiers romans historiques que vous avez rédigés? Donc, le dernier, Pour le salut des Ardents, ça se passe au Moyen-Âge, pendant la moitié du livre en Provence. Et l'autre moitié en Terre Sainte, c'est l'histoire d'un chevalier qui devient templier, à l'époque de Saladin, du roi lépreux. Donc je dirais c'est la période légendaire des croisades. Si vous avez vu le film Kingdom of Heaven, c'est à cette période-là. Un autre livre qui s'appelle La ferme de la salamandre, c'est juste après la chute de Napoléon, c'est pendant ce qu'on appelait la Terreur blanche, sous le règne de Louis XVIII. Quand Louis XVIII est revenu d'exil, et bon, Napoléon il est parti pour de bon. Je dirais que ça se passe dans les Alpes. C'est un ancien de la Grande Armée, un ancien de la garde impériale. Et
donc pendant la Terreur blanche, c'était les ultras, dont les plus royalistes que le roi, l'expression vient de là, qui, je dirais, persécutaient tous les fidèles de Napoléon, et notamment les anciens de la garde impériale, ces soldats qui, malgré tout, étaient restés fidèles à l'empereur, qui étaient des demi-soldes ou des sans-soldes, et donc leur réinsertion sociale a été très difficile. Et donc ça, c'est l'histoire d'un ancien de la garde impériale qui revient dans son village, qui revient prendre sa ferme, qu'il a abandonnée pendant 15 ans. Ouais. Et là, mis à part le fait que, je dirais, il a certains problèmes avec le marquis qui est revenu reprendre ses terres, c'est que dans la paysannerie, dans les Alpes, la terre, ça vaut plus que de l'or, et quand vous abandonnez votre terre, vous n'êtes pas digne d'être un paysan. Parce que pour eux, être paysan, c'était quelque chose de noble. On ne quitte pas la terre, on reste... On est un vrai paysan, je dirais. Il y avait une fierté de la terre. Mon arrière-grand-mère est originaire d'ailleurs de ce village qui s'appelle Sainte-Colombe, près d'Orpierre. Ouais. C'est perdu, je dirais, dans les montagnes. Et donc ça va être tout ce qui va devoir passer, toute cette odyssée pour être réaccepté, tout en étant, je dirais, dans le collimateur du marquis. Et dans la ville la plus proche, une organisation, les Fils de l'Aigle, mais comme il y en a, ça c'est fictif, mais comme il y en avait beaucoup, des nostalgiques de l'Empire qui continuaient à vouloir réinstaurer l'Empire. Et Napoléon était exilé à Sainte-Hélène, mais ben non, le roi de Rome. Et ils avaient des projets pour enlever le roi de Rome et reavoir l'Empire au bout du jour. Donc ça, c'était le deuxième roman. Le deuxième. Et le premier roman, de la série, c'est Mémoire tue. Ouais. Bleu Horizon, Mémoire tue. Ça, c'est un roman, mais c'est l'histoire, je dirais, de mon grand-père pendant la guerre de 14, sous forme romancée, puisque... donc c'est très personnel. C'est très personnel, il m'a beaucoup parlé, mais j'en ai fait un roman, c'est pas un livre à la première personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est un personnage comme les autres, et je trouve que ça fait partie de ces histoires qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'il y a pas mal de romans qui sont sortis à l'occasion du centenaire. Mais bon, moi d'abord, c'est Mémoire de famille, je l'ai fait d'abord pour mes enfants. Et puis, bon, ben, ça fait partie du patrimoine. Devoir de mémoire tout court. Voilà. Donc ça, c'est une grande série autour de l'histoire de France, le quatrième, donc sur la préhistoire, qui sort durant l'été. On va enchaîner justement sur un cinquième, qui est en écriture, mais qui a plus ou moins été écrit déjà. Qui a plus ou moins été écrit. Parce que vous participez chaque mois à la publication d'une page dans le Courrier de Floride, au sujet de l'histoire des Huguenots. Ça s'appellera, et ça s'appelle déjà dans le Courrier de Floride, Terre d'espérance. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Huguenots à la conquête de la Floride. Et justement, on va en parler, parce que c'est notre deuxième sujet, c'est sur l'arrivée des Français en Floride. C'était en 1562. 1er mai 1562. Donc c'est bientôt l'anniversaire. C'est bientôt l'anniversaire. Vous restez avec nous, on en parle juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet
à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Jean-Paul Guy, historien. On a parlé de la préhistoire dans une première partie. Donc c'est votre 4e livre consacré à l'histoire de France. Le 5e, vous le disiez, est en préparation, mais il a déjà bien avancé. Voilà. Parce que comme on le rappelait juste avant la pause, vous écrivez chaque mois dans le Courrier de Floride une petite chronique, un chapitre, un petit chapitre, un feuilleton. Un feuilleton, voilà, au sujet des Huguenots par rapport à l'arrivée des Français en Floride. C'était en 1562 et on s'apprête à fêter l'anniversaire. 1er mai. Ouais. Donc le 1er mai 1562, les Français arrivent donc au niveau de ce qui est aujourd'hui Jacksonville, Saint-Augustine. Ouais. Dans la rivière de Mai, ils l'ont appelée la rivière de Mai, qui n'existe plus aujourd'hui, elle a été rebaptisée. Donc c'est une expédition qui avait été organisée par l'amiral de Coligny à la veille, je dirais, des guerres de religion. Son espoir, c'était, et c'était cautionné par la régente, la reine de France, Marie de Médicis. Quelque part, il y avait de grosses tensions entre les catholiques et les protestants, dont les Huguenots, c'était les protestants français, et la plupart en fait étaient calvinistes. Et donc le but, c'était de fonder une colonie où, je dirais, ils allaient partir de France, dont le problème allait être évacué, et sur ces colonies, ils allaient pouvoir librement pratiquer leur religion. Sans être persécutés, parce qu'il y avait quand même des persécutions. Donc c'est ce qu'ils pensaient faire finalement en arrivant c'est ce qu'ils pensaient faire. Ils avaient essayé, ils avaient fait un premier essai dans la baie de Rio de Janeiro avec le chevalier de Villegagnon, 7 ans plus tôt, je veux dire. Ouais. Et donc là, une expédition avait été montée. Alors c'était quand même pas innocent aussi, parce que l'amiral de Coligny, pour étayer ses arguments, il a dit, bon, on sera quand même sur la route des galions espagnols qui reviennent chargés d'or d'Amérique du Sud. C'était pas anodin. Voilà, et donc au passage, ça serait un peu comme, je dirais, une base de corsaires. Donc un des meilleurs capitaines, Jean Ribault, et son second, René de Laudonnière, le 1er mai 1562, ils arrivent, c'est donc le premier voyage, et c'est un voyage d'exploration. À l'insu des Espagnols, ils ont navigué pendant à peu près 2 mois en prenant une route totalement en dehors je me répète, des routes maritimes, pour pas que l'Espagne se rende compte, parce que la Floride était en théorie espagnole, mais les Espagnols ne s'étaient jamais établis en Floride. En fait, ce qui venait surtout, c'était faire des razzias pour capturer des Indiens, pour les convertir en esclavage. Et ils étaient d'ailleurs très mal vus des tribus indiennes. Donc, 1er mai 1562, les Français... Donc, ils arrivent par où, les Français? C'est-à-dire? En Floride, on arrivait par... on s'installait où? Alors, les Français, ils sont arrivés à peu près... puisque dans ce premier voyage, ils ont bougé. Ils se sont installés qu'à la fin. Ils sont arrivés au niveau, je dirais, à peu près de Jacksonville. Ils ont pris contact avec les tribus locales. C'était le peuple des Timucua. Donc une grande nation indienne qui malheureusement a disparu aujourd'hui avec leur grand chef Saturiona. Ils ont érigé une colonne. D'ailleurs, il y a une copie de cette colonne qui a été érigée. On ne sait pas exactement où elle a été érigée. Puis après, ils ont remonté au nord. Bon, ils cherchaient aussi de l'or. Il y avait un peu la fièvre de l'or, puisque au Pérou, en Colombie, les Espagnols avaient trouvé beaucoup d'or, au Mexique. Donc ils voulaient faire pareil. Il y avait ils avaient appris des Indiens que dans une région mystérieuse qui s'appelait les Appalaches. Donc c'est le monde des Appalaches, une région qui regorgeait d'or. Donc ils sont remontés vers le nord et ils ont finalement... Ils se sont établis... en Caroline. Ils ont fondé un fort qu'ils ont appelé Charles-Fort, en hommage au jeune roi de France, Charles. Qui a changé de nom par la suite? Non, après ce fort a été abandonné, puisque Ribault repart avec les 2 bateaux en France et il laisse une garnison d'une vingtaine de soldats, en leur disant je reviens. Quand il revient en France, malheureusement, le début des guerres de religion, Ribault et Laudonnière étaient tous les deux des Huguenots,
Et donc ils vont se battre dans les rangs des Huguenots. Ribaud va être manquer d'être capturé, va devoir s'exiler en Angleterre. En Angleterre, il va être alors il va essayer de trouver un financement pour retourner chercher ses hommes, mais un financement par la couronne anglaise, mais il va être convaincu d'espionnage et enfermé à la Tour de Londres. Donc il s'échappera. Et donc d'un autre côté, après le traité d'Amboise, donc quand la première guerre de religion se termine, il y a une 14 ou 15, René de Laudonnière part à la cour. Et l'amiral de Coligny, c'est le second, il connaît déjà, il finance une expédition et Laudonnière repart tout seul et Ribaud est toujours captif. Et, oui. Non, à quel moment intervient le fort Caroline? Alors, ça va être à ce moment-là. On y arrive. On y arrive. Laudonnière repart, il va retourner là où ils ont accosté, à la rivière de Mai, il va retrouver la colonne de pierre qui était aux armes de France et que les Indiens ont transformé quelque part en totem qu'ils adorent. Et ils aiment beaucoup les Français, puisqu'ils se rendent compte que les Français les traitent bien, ne les capturent pas pour en faire des esclaves, ne les massacrent pas, leur donnent des cadeaux. Et donc, le grand chef du peuple des Timucua, Saturiona, qui se rappelle de Laudonnière, qu'il appelle mon ami, eh bien, il va lui proposer de s'établir là, et c'est là qu'ils vont faire Fort Caroline, pas très loin de Sainte-Augustine. Donc tout est parti de là? Tout est parti de là, dans le deuxième voyage. Et là, pendant à peu près une année, les Français vont s'établir, vont participer aux côtés de divers alliés indiens à des guerres contre des tribus. Ils vont connaître la famine, des révoltes. Il y aurait eu beaucoup de choses en peu de temps parce que finalement les Français sont restés 3 ans, c'est ça? 3 ans maximum. En Floride. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors après, je dirais qu'ils étaient dans une situation tellement dramatique. Les Indiens étaient hostiles, il y avait la famine qui menaçait. Ils décident de rentrer en France et au moment où ils décident de rentrer en France, des voiles apparaissent à l'horizon. C'est Jean Ribaud qui arrive avec une flotte beaucoup plus nombreuse. Entre-temps, il est revenu en France, il est retourné voir l'amiral de Coligny qui lui a donné des bateaux, des colons nouveaux pour établir la colonie. Et par contre, Jean Ribaud... alors, en même temps, il y a des pirates français qui venaient de Fort Caroline, le film, qui ont été capturés par les Espagnols. Et Charles Quint apprend, enfin le roi d'Espagne, apprend que les Français ont établi une base en Floride. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc, il envoie Pedro de Menendez, un capitaine, pour, je dirais, éradiquer cette présence française. Donc, en même temps que Jean Ribaud arrive, les Espagnols aussi arrivent. Et à partir de là, les Espagnols vont construire leur fort, ce qui est aujourd'hui Sainte-Augustine. Mais ce n'est pas le fort San Marco en pierre, ça c'est beaucoup plus tard, c'est un fort en bois. Et voilà, la guerre... Ça s'est terminé dans un bain de sang finalement. Ça s'est terminé dans un bain de sang, les Français n'ont pas eu de chance, leur flotte a été dispersée dans un ouragan. Et les Espagnols, au cœur de l'ouragan, ont traversé des marais à pied et sont venus massacrer le peu de personnes qu'il y avait à Fort Caroline. Laudonnière, quand même, s'en est sorti. Il y a eu quelques rescapés qui ont pu raconter ce qui s'était passé. Ils ont fait un fort, d'ailleurs. La flotte de Jean Ribaud est dispersée par l'ouragan et les survivants se retrouvent dans certains îlots. Les Indiens disent aux Espagnols, puisqu'il y avait eu des tensions avec les Indiens, les Français sont là. Et ça a été terminé pour les Français en Floride. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs de la présence française en Floride. C'est assez rare finalement quand on en parle. C'est pas du tout connu. C'est peu connu. Et même pour terminer sur ce sujet des Français aux États-Unis, c'est vrai que beaucoup de Français ont eu un impact assez important finalement dans le développement du territoire. Et ça non plus, on n'en parle pas. Et vous souhaitez en parler? Je souhaite en parler parce que je pense que c'est quand même... Je trouve qu'on oublie beaucoup les Français dans l'histoire des États-Unis. Et justement, c'est l'idée d'un prochain livre? C'est l'idée d'un prochain livre où on parlerait, déjà, aussi bien des explorateurs que des militaires, que des architectes, que des artistes, que des... parlons tout simplement de l'enfant qui a dessiné tous les plans de Washington. Il y a quand même Lafayette et Rochambeau. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas été là, si la guerre d'indépendance se serait aussi bien passée. Et sans l'occulte à chaque fois. C'est-à-dire que quand on parle de Washington,
On Quand parle on parle de d'architecte. Washington, on dit l'architecte qui a fait Washington, on ne dit jamais que c'est un Français qui s'appelait l'enfant. Donc, et puis il y a quand même un grand explorateur, Cavelier de la Salle, qui est parti du Canada et qui est descendu jusqu'à la Nouvelle-Orléans. On n'en parle pas. Chicago a été fondé par 2 explorateurs français. La Nouvelle-Angoulême, ça parle à personne, mais la Nouvelle-Angoulême, c'est New York. Ouais. Et donc les Français ont été les premiers à s'établir à New York. Ils n'y sont malheureusement pas restés. C'était sous François Ier. Ah oui. Donc il y a de la matière, à développer. Il y a de la matière, pour un prochain livre, quand vous aurez terminé votre série finalement sur l'histoire de France. Donc je rappelle le 4e roman consacré à la préhistoire, roman historique, qui sera publié aux éditions Campanile durant l'été. Merci beaucoup Jean-Paul d'être venu nous éclairer sur tous ces thèmes. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. On se retrouvera pour une prochaine émission, sûrement pour parler des Français qui ont eu un impact, qui ont fortement contribué au développement des États-Unis. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Grégory. Et à très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Très bonne journée et à demain.